L'hydrogène, vecteur d'énergie pour le futur? Alors là, tu m'intéresses. Mais c'est quoi exactement? Il vient d'où cet hydrogène? De tous les éléments chimiques, l'hydrogène est le plus simple. Son atome est seulement constitué d'un proton et d'un électron. C'est donc le plus petit des atomes. Il est le premier sur le tableau périodique des éléments ou tableau de Mendeleïev. Ah, le tableau qui regroupe tous les éléments chimiques, avec le zinc, le fer, le magnésium. C'est ça, la petite voix. L'hydrogène est aussi l'élément le plus abondant de l'univers. C'est le principal constituant des étoiles comme le Soleil. Sur Terre, il n'est jamais présent à l'état pur, c'est-à-dire qu'il est toujours lié à d'autres atomes, par exemple dans la molécule d'eau ou dans celle des hydrocarbures comme le pétrole ou le gaz naturel. Ok, et comment on fait pour le récupérer? Pour l'obtenir, on utilise des procédés chimiques qui vont séparer l'hydrogène des autres atomes. On obtient alors une molécule de 2 atomes d'hydrogène liés. C'est du dihydrogène, H2. Mais on parle plus couramment d'hydrogène. Quand on casse cette liaison, on libère une grande quantité d'énergie. Pour te donner une idée, la combustion d'1 kg de dihydrogène libère presque 4 fois plus d'énergie qu'1 kg d'essence. Le dihydrogène contient de l'énergie sous forme chimique, qui peut être transportée. C'est un vecteur d'énergie. D'accord, c'est pour ça qu'il nous intéresse autant. Oui, il a surtout l'avantage d'être un moyen de stockage durable. Prenons un exemple pour bien comprendre. Quand tu installes des panneaux solaires sur le toit de ta maison, ces derniers convertissent l'énergie lumineuse du soleil en électricité pour alimenter une partie de ta maison. Généralement, en été, les journées sont longues et plus ensoleillées. Les panneaux solaires captent donc un maximum des rayons du soleil et produisent une grande quantité d'électricité. Mais une grande partie du surplus est perdue, car on peut difficilement tout stocker avec des batteries. À l'inverse, en hiver, les journées sont plus courtes et bien souvent il pleut ou il neige. Dans ce cas, les panneaux solaires ne sont plus assez productifs. C'est le problème d'intermittence. En fonction des saisons, il y a un déséquilibre entre ce que tu produis et ce que tu consommes vraiment en électricité. Et en quoi l'hydrogène peut-il nous aider à résoudre ce problème d'intermittence? Eh bien, en été, plutôt que de perdre le surplus d'électricité, il sera converti sous forme d'énergie chimique dans un gaz, ici le dihydrogène, puis stocké dans des réservoirs. En hiver, quand ta consommation d'électricité est plus importante que ta production, l'énergie du dihydrogène est alors convertie en électricité pour continuer d'alimenter tous tes appareils. Ainsi, sur l'année, le dihydrogène assure l'équilibre entre production et consommation d'énergie. Avec 1 kg de dihydrogène, tu assures 3 jours de consommation d'électricité pour une famille de 4 personnes. Pratique! Une fois ce problème résolu, on ne peut donc utiliser que des énergies renouvelables. Non, pas tout à fait, parce qu'il faut de la place. Par exemple, pour alimenter toute une maison uniquement à partir de panneaux solaires, il faudrait environ 100 mètres carrés de toiture pour être autonome. Évidemment, ton toit n'est pas assez grand. En revanche, le dihydrogène favorise l'utilisation des énergies renouvelables et permet d'augmenter leur part dans le mix énergétique. Tu sais, c'est l'ensemble des sources de production. Les centrales nucléaires, thermiques et bien sûr, les énergies renouvelables. Ok, j'ai compris. Bon, et le dihydrogène, je peux l'utiliser aussi pour ma voiture? Pour les transports, le dihydrogène peut fournir l'énergie nécessaire à la propulsion électrique. Et en plus, c'est un bon moyen de réduire les émissions de CO2 et de particules. Et oui, les transports thermiques représentent à eux seuls près de 30% des émissions de CO2. Tiens, prenons une voiture qui roule avec de l'essence. Elle rejette de nombreuses particules ainsi que des oxydes d'azote et émet au total environ 180 grammes de CO2 par kilomètre. Cela, si l'on tient compte de sa consommation, mais aussi de l'extraction, du raffinage et du transport du pétrole, sans oublier la fabrication du véhicule. En revanche, si on prend une voiture qui roule au dihydrogène, son utilisation ne produit que de l'eau et n'émet aucune particule. Et si on utilise de l'hydrogène issu des énergies renouvelables, la voiture génère au final l'équivalent de 90 grammes de CO2 par kilomètre en intégrant la fabrication de la voiture, de la batterie, de la pile à combustible et du moteur électrique. Au final, la voiture à hydrogène génère 2 fois moins d'émissions de CO2 que les véhicules traditionnels. Bon, et ben on n'a plus qu'à mettre les gaz pour développer les énergies renouvelables.